Y a-t-il quelque chose de plus exaspérant que de voir des gens balancer leur argent en bourse comme s'ils jouaient au casino, sans même se soucier de leur crédit à la consommation qui les saigne à blanc avec des taux d'intérêt à 15%? C'est comme essayer de remplir un seau percé de partout et s'étonner de ne pas y arriver. Je passe un temps fou à réfléchir à l'argent, aux meilleures stratégies d'investissement, et à me demander pourquoi la plupart des gens s'obstinent à tout faire à l'envers quand il s'agit de se constituer un patrimoine. Si vous voulez vraiment comprendre l'ordre logique pour placer votre argent au lieu de miser à l'aveugle sur tout ce qui brille, alors cet article est fait pour vous. Tenez-vous bien, selon l'INSEE, près de 40% des foyers français n'ont pas d'épargne de précaution suffisante. Le montant médian que les gens ont mis de côté pour les imprévus est de 1 500 €. 1 500 €. C'est moins qu'une facture de plombier pour une fuite en urgence, et c'est censé vous sauver la mise quand votre vie part en sucette? C'est moins que la mensualité de la voiture de la plupart des gens, et c'est même en baisse par rapport aux années précédentes. Pendant ce temps, ces mêmes personnes me demandent s'il faut acheter des actions individuelles ou investir dans le Bitcoin. C'est comme se demander s'il faut acheter une Porsche quand on n'a même pas les moyens de réparer la boîte de vitesse de sa Clio. La vérité, c'est qu'il existe un ordre optimal pour placer son argent qui peut littéralement vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros sur toute une vie et accélérer considérablement votre chemin vers l'indépendance financière. Mais la plupart des gens ignorent complètement cette logique parce que c'est moins excitant que de dénicher l'action qui va exploser ou d'essayer d'anticiper les mouvements du marché. Ils veulent passer directement aux trucs amusants sans faire le travail de fond, le truc barbant qui compte vraiment. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas à travers l'ordre exact dans lequel vous devriez placer votre argent afin de maximiser vos rendements tout en minimisant vos risques. Et je vous garantis que certaines choses vont vous surprendre, notamment le fait que l'abondement de votre entreprise devrait passer avant presque tout le reste et que l'assurance vie après 8 ans pourrait être le véhicule d'investissement le plus puissant que la plupart des gens ignorent complètement. Mais avant de plonger dans les étapes spécifiques, laissez-moi vous expliquer pourquoi se tromper dans cet ordre peut être si désastreux. Imaginez que vous construisez une maison. Vous ne commenceriez pas par choisir des luminaires design et des plans de travail en granit si vos fondations étaient fissurées et votre toit fuyait. Pourtant, c'est exactement ce que la plupart des gens font avec leurs finances. Ils s'emballent à l'idée d'investir dans le dernier ETF à la mode tout, entraînant une dette à taux d'intérêt élevé qui va anéantir tous les gains potentiels. Le coût d'opportunité de se tromper là-dessus est énorme. Chaque mois où vous tardez à rembourser un crédit renouvelable qui vous facture 15% d'intérêt est un mois où cette dette grossit plus vite que presque n'importe quel investissement que vous pourriez raisonnablement espérer faire. Chaque mois où vous ignorez l'abondement de votre employeur, c'est littéralement de l'argent gratuit que vous laissez sur la table. Et chaque mois où vous contribuez à un compte titre ordinaire avant de maximiser votre livret A, votre plan d'épargne en action ou votre assurance vie, c'est de l'argent que vous donnez inutilement au fisc français. Avant d'investir 1 seul euro ou que ce soit, vous devez constituer un fonds d'urgence. Je sais, ça a l'air ennuyeux. Je sais que vous préféreriez entendre parler des actions qui vont vous rendre riche. Mais voici pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez. Un fonds d'urgence, ce n'est pas seulement avoir de l'argent pour les dépenses imprévues, même si c'est évidemment important. Il s'agit de créer un filet de sécurité psychologique qui vous empêche de prendre de mauvaises décisions financières lorsque la vie vous envoie inévitablement une tuile. Quand votre voiture tombe en panne ou que votre chaudière explose en plein hiver, avoir un fonds d'urgence signifie que vous n'avez pas à vider votre assurance vie au pire moment possible ou à vous endetter à des taux exorbitants pour couvrir la dépense. La question que tout le monde se pose, c'est combien faut-il épargner pour les urgences? Le conseil traditionnel est de 3 à 6 mois de dépenses courantes. Mais honnêtement, cette fourchette est tellement large qu'elle ne sert à rien. Le montant dont vous avez besoin dépend de plusieurs facteurs. Si vous êtes fonctionnaire avec un emploi stable et d'excellents avantages, vous pouvez vous contenter de 3 mois de dépenses. Si vous êtes auto-entrepreneur dans un secteur volatile sans filet de sécurité, vous aurez peut-être besoin de 6 mois, voire plus. Voici ce que je recommande à la plupart des gens. Commencez par économiser vos 1000 premiers euros aussi vite que possible. Ça couvre la plupart des petites urgences et ça vous donne ce filet de sécurité psychologique. Ensuite, visez un mois de dépenses courantes. Une fois que vous avez atteint ce palier, continuez à épargner jusqu'à atteindre 3 mois de dépenses. Cette approche permet de décomposer ce qui peut sembler être un objectif insurmontable en étapes réalisables. Mais voici un truc intéressant que la plupart des gens ignorent. Selon la Banque de France, les personnes qui ont au moins 3 000 € d'épargne de précaution ont un bien-être financier significativement plus élevé que celles qui n'ont aucun fonds d'urgence. 3 000 €, ce n'est pas une somme qui change la vie, mais l'impact psychologique d'avoir ce coussin de sécurité est énorme. Et devinez où vous devriez mettre cet argent? Dans un livret A, évidemment. Taux garanti, liquidité totale et exonération fiscale complète. C'est exactement pour ça qu'il existe. Une fois que vous avez votre fonds d'urgence en place, l'étape suivante est absolument cruciale. Vous devez éliminer toutes les dettes à taux d'intérêt élevé avant d'investir quoi que ce soit d'autre. Et quand je dis dettes à taux d'intérêt élevé, je parle de tout ce qui vous coûte plus d'environ 5% par an. Le crédit à la consommation et le crédit renouvelable sont les grands méchants ici. Avec des taux d'intérêt moyens entre 12% et 18%, ces dettes sont un cancer financier. Elles grossissent plus vite que presque n'importe quel rendement d'investissement raisonnable que vous pourriez espérer.
Ce qui signifie que jongler avec un crédit renouvelable tout en investissant en bourse, c'est comme essayer de courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. Mathématiquement, rembourser une dette avec un taux d'intérêt élevé garanti procure un rendement garanti égal à ce taux d'intérêt, qui est souvent supérieur à ce que vous pouvez raisonnablement attendre du marché boursier après impôt. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Si vous avez 5 000 € de crédit renouvelable à 15% d'intérêt et que vous ne faites que les paiements minimums, vous paierez près de 2 200 € d'intérêt sur 5 ans. C'est de l'argent qui aurait pu travailler pour vous au lieu de travailler contre vous. Chaque euro que vous utilisez pour rembourser cette dette vous rapporte en réalité un rendement garanti de 15%, ce qui est supérieur à la performance moyenne du CAC 40 sur le long terme. La stratégie pour se débarrasser efficacement de ces dettes est simple. Faites une liste de toutes vos dettes, en indiquant pour chacune le taux d'intérêt et le montant minimum à rembourser. Payez le minimum sur toutes vos dettes, puis concentrez chaque euro supplémentaire sur celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'avalanche, et mathématiquement, c'est celle qui vous fait économiser le plus d'argent. Certaines personnes préfèrent la méthode de la boule de neige, qui consiste à rembourser d'abord les plus petites dettes pour se sentir plus motivé, mais l'avalanche est plus efficace. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il y a une exception majeure à la règle qui dit qu'il faut rembourser ses dettes avant d'investir. C'est tellement important que ça devient en fait l'étape suivante dans notre ordre d'investissement optimal. Si votre employeur propose un plan d'épargne salariale avec un abondement, vous devriez cotiser suffisamment pour obtenir l'abondement complet, avant même d'avoir fini de rembourser vos dettes à taux d'intérêt élevé. Ça peut sembler illogique, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'abondement de l'employeur, c'est en gros un rendement garanti de 100 à 300% sur votre investissement, jusqu'à la limite de l'abondement. Même si vous avez un crédit à la consommation à 15%, obtenir un rendement immédiat de 100% ou plus est généralement une bonne affaire. C'est comme trouver de l'argent par terre que votre employeur doublera ou triplera si vous le ramassez. Voici un exemple typique. Votre employeur pourrait vous verser un abondement de 300% sur vos versements volontaires, jusqu'à 8% de votre salaire brut. Si vous gagnez 35 000 € par an, cotiser 2 800 € pour obtenir un abondement de 8 400 € représente un rendement immédiat de 300%, sans compter ce que vos placements rapporteront au fil du temps. Aucune autre opportunité d'investissement ne peut garantir un tel rendement. L'astuce, c'est de cotiser juste assez pour obtenir l'abondement complet. Ensuite, redirigez tout votre argent supplémentaire vers le remboursement de vos dettes à taux d'intérêt élevé. Une fois que vous n'avez plus de dettes, vous pouvez augmenter votre épargne. Il y a une mise en garde importante à prendre en compte avec l'abondement de l'employeur. Cependant, l'argent versé par l'entreprise est généralement bloqué pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé comme l'achat d'une résidence principale. Mais même avec ce blocage, le rendement immédiat de l'abondement en vaut largement la peine. Cette base solide, composée d'un fonds d'urgence, de l'élimination de la dette et de l'abondement de l'employeur, constitue le socle de votre maison financière. Sans ces éléments en place, tout le reste que vous faites en matière d'investissement revient à construire sur du sable. Une fois que vous avez mis en place ces éléments fondamentaux, on passe à ce que j'appelle la zone d'optimisation fiscale. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La plupart des gens se plantent complètement parce qu'ils sont distraits par des mirages et foncent directement sur un compte titre ordinaire, alors qu'ils devraient d'abord maximiser toutes les enveloppes fiscalement avantageuses qui s'offrent à eux. On arrive maintenant à la maximisation de votre livret A et de votre livret de développement durable et solidaire. Et voici pourquoi c'est absolument génial. Le livret A vous permet d'épargner jusqu'à 22 950 € totalement défiscalisés. Le taux est peut-être modeste, actuellement autour de 3%, mais il est garanti par l'État. L'argent est disponible à tout moment, et c'est totalement exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Vous savez ce que ça veut dire? Zéro complexité fiscale. Zéro risque. Liquidité totale. C'est parfait pour votre fonds d'urgence, plus une marge de sécurité. Le livret de développement durable et solidaire fonctionne exactement comme le livret A, avec un plafond de 12 000 €. Même taux, même sécurité, même défiscalisation. Entre les deux, vous pouvez mettre 34 950 € de côté, sans jamais voir le fisc pointer le bout de son nez. Et contrairement au livret bancaire classique qui vous taxe à 30% de flat tax sur les intérêts, ces livrets réglementés sont un havre fiscal. Voici le truc que personne ne vous dit. Maximiser votre livret A et votre livret de développement durable et solidaire avant d'investir en bourse est souvent la meilleure décision que vous puissiez prendre. Pourquoi? Parce que ces 35 000 € deviennent votre coussin de sécurité, ce qui vous permet de prendre plus de risques ailleurs. Si vous avez 35 000 € sur des livrets défiscalisés, vous pouvez investir de manière plus agressive dans votre plan d'épargne en actions ou votre assurance vie sans paniquer à chaque correction de marché. Vous avez déjà votre filet de sécurité. Une fois que vous avez maximisé vos livrets réglementés, alors vous pouvez passer aux enveloppes d'investissement sérieuses. Et là, mes amis, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que vous avez 3 options principales. Le plan d'épargne retraite, l'assurance vie et le plan d'épargne en actions. Chacun a ses avantages spécifiques et se positionne différemment dans votre stratégie. Commençons par le plan d'épargne retraite. C'est l'équivalent français du compte retraite déductible.
L'avantage majeur, vos versements sont déductibles de votre revenu imposable. Si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 30% ou 41%, chaque euro versé sur votre plan d'épargne retraite vous fait économiser 30 à 41 centimes d'impôt immédiatement, plus les 17,2% de prélèvements sociaux évités. On parle d'un avantage fiscal immédiat pouvant atteindre 58%. Prenons un exemple concret. Si vous gagnez 55 000 euros par an et que vous êtes imposé à 30% et que vous versez 5 000 euros sur votre plan d'épargne retraite, bam! Vous économisez 1 500 euros d'impôts plus 860 euros de prélèvements sociaux. Ça fait une économie d'impôt immédiate de 2 360 euros. C'est comme si l'État vous offrait un rendement instantané de 47%. Trouvez-moi un autre placement qui fait ça sans risque. Le bémol, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé prévu. Et à la sortie, vous paierez l'impôt sur le revenu sur les sommes retirées, mais vous ne paierez pas de prélèvements sociaux sur vos versements. Donc, si vous êtes dans une tranche d'imposition élevée maintenant et que vous pensez être dans une tranche plus basse à la retraite, le plan d'épargne retraite est une évidence. Si vous êtes jeune et dans une tranche basse, vous pouvez passer à l'option suivante. Ensuite, parlons de l'assurance vie. Et là, attention, parce que l'assurance vie à la française, ça n'a rien à voir avec la life insurance américaine. Chez nous, l'assurance vie, c'est le placement par excellence. C'est un peu le couteau suisse de l'épargne. Il y a plus de 1 700 milliards d'euros placés en assurance vie en France. Ce n'est pas pour rien. L'assurance vie a plusieurs avantages majeurs. Après 8 ans de détention, vous bénéficiez d'un abattement fiscal annuel de 4 600 euros pour une personne seule ou 9 200 euros pour un couple sur les gains retirés. En clair, si vous retirez de l'argent après 8 ans, seuls les gains qui dépassent ces montants seront imposés. Et l'imposition ? Seulement 7,5% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux sur les gains au-delà de l'abattement. Soit 24,7% au total au lieu des 30% de la flat tax classique. Mais attendez, ce n'est pas tout. Votre assurance vie peut contenir des fonds euros avec capital garanti et un rendement autour de 2 à 3%, ET des unités de compte investies en actions, obligations, ETF et autres produits. Vous pouvez passer de l'un à l'autre sans impôt, tant que vous ne retirez pas l'argent. C'est de la gestion sous enveloppe fiscale. Et la cerise sur le gâteau ? En cas de décès, l'assurance vie bénéficie d'un régime successoral ultra avantageux avec un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. La stratégie optimale avec l'assurance vie ? Ouvrez-la le plus tôt possible pour faire courir le délai de 8 ans, même avec 100 euros. Ensuite, alimentez-la régulièrement. Après 8 ans, vous avez une machine à optimisation fiscale qui vous permet de retirer jusqu'à 9 200 euros de gains par an pour un couple sans payer un centime d'impôt. Maintenant, le plan d'épargne en action. Le PEA, c'est l'arme secrète des investisseurs français. C'est une enveloppe fiscale spécialement conçue pour investir en actions européennes. Le plafond de versement est de 150 000 euros, ce qui est largement suffisant pour 99% des gens. L'énorme avantage ? Après 5 ans de détention, tous vos gains sont totalement exonérés d'impôts. Vous ne payez que les 17,2% de prélèvements sociaux. Je répète pour que ce soit bien clair. Après 5 ans, vous pouvez retirer vos gains du PEA et payer 0 impôt sur le revenu. Seulement 17,2% de prélèvements sociaux. Comparez ça aux 30% de flat tax sur un compte titre ordinaire. Ça fait 12,8% d'économie sur chaque euro de gain. Sur 30 ans d'investissement, cette différence représente des dizaines de milliers d'euros. Voici un exemple qui va vous scotcher. Vous investissez 150 000 euros dans votre PEA sur 25 ans. Avec un rendement annuel de 7%, vous vous retrouvez avec environ 815 000 euros. Les gains sont de 665 000 euros. Sur un PEA après 5 ans, vous payez 114 380 euros de prélèvements sociaux. Total net, 700 620 euros. Sur un compte titre ordinaire, vous payez 199 500 euros de flat tax à 30%. Total net, 615 500 euros. La différence, 85 120 euros. 85 000 euros juste grâce au choix de l'enveloppe fiscale. Le seul truc avec le PEA, vous êtes limité aux actions européennes et à certains ETF éligibles. Pas de tech américaine en direct. Mais vous pouvez acheter des ETF World éligibles au PEA qui répliquent les indices mondiaux. Problème résolu. Alors, dans quel ordre faut-il privilégier le plan d'épargne retraite, l'assurance vie et le plan d'épargne en action? Voici ce que je recommande. Si vous êtes dans une tranche d'imposition élevée, 30% ou plus, et que vous pouvez vous permettre de bloquer votre argent jusqu'à la retraite, commencez par maximiser votre plan d'épargne retraite pour profiter de l'avantage fiscal immédiat. Si vous êtes jeune ou dans une tranche d'imposition plus basse, ouvrez d'abord votre assurance vie et votre plan d'épargne en action pour faire courir les délais fiscaux. Ensuite, alimentez en priorité votre plan d'épargne en action jusqu'au plafond de 150 000 euros, car l'exonération fiscale après 5 ans est imbattable pour l'investissement en action. L'assurance vie vient en complément pour la partie sécurisée, avec les fonds euros,
et pour dépasser le plafond du plan d'épargne en action si vous avez plus de 150 000 € à investir. Et le plan d'épargne retraite arrive en dernier si vous recherchez une déduction fiscale immédiate et que vous êtes d'accord pour bloquer les fonds jusqu'à la retraite. Voici une chose qui pourrait vous surprendre dans tout ce processus. La plupart des Français ne dépassent jamais le stade du livret A. Selon la Banque de France, seulement 25% des ménages ont un plan d'épargne en action et encore moins le maximisent. Pourtant, les Français épargnent en moyenne 15 à 17% de leurs revenus, ce qui est l'un des taux les plus élevés d'Europe. Mais où va cet argent? Sur des livrets bancaires taxés à 30%, sur des comptes courants qui ne rapportent rien, ou dans des placements mal optimisés fiscalement. C'est un gâchis colossal. Si vous faites partie de ceux qui parviennent à suivre toute cette séquence, fonds d'urgence sur livret A, dette remboursée, abondement employeur capté, livret A et livret de développement durable et solidaire maximisé, plan d'épargne en action en route vers les 150 000 €, assurance vie bien garnie et plan d'épargne retraite optimisé, félicitations. Vous êtes déjà dans le top 5% des épargnants français, ce qui, malheureusement, n'est pas un exploit extraordinaire vu que la barre est placée très bas. L'avantage de suivre cet ordre optimal, c'est que chaque étape s'appuie sur les précédentes, créant une base financière qui se renforce avec le temps. Votre fonds d'urgence sur livret A vous évite de compromettre vos progrès quand la vie vous réserve des imprévus. Éliminer les dettes à taux d'intérêt élevés vous empêche de perdre de l'argent en paiement d'intérêt. Maximiser l'abondement de l'employeur vous assure des rendements garantis. Les livrets réglementés vous offrent une base défiscalisée et liquide. Le plan d'épargne en action vous permet de faire croître votre patrimoine en action avec une fiscalité minimale. L'assurance vie vous offre flexibilité et avantages successoraux. Le plan d'épargne retraite vous donne une déduction fiscale immédiate si vous en avez besoin. Mais ce n'est pas tout. Une fois que vous avez exploré toutes ces enveloppes fiscalement avantageuses, c'est là qu'on arrive enfin au compte titre ordinaire. Et il existe une stratégie très spécifique pour aborder cette dernière étape, qui peut faire la différence entre constituer un patrimoine conséquent et simplement avoir un passe-temps qui rapporte de temps en temps. Le compte titre ordinaire, c'est un peu le Far West de l'investissement en France. Pas de plafond, pas de restrictions sur ce que vous pouvez acheter. Actions américaines, chinoises, obligations exotiques, crypto-monnaies via des ETN, tout est possible. C'est aussi là que la plupart des gens font leur plus grosse erreur, parce qu'ils pensent qu'avoir accès à tous les investissements possibles les rend automatiquement plus intelligents. Spoiler, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qui me rend dingue avec les comptes titres ordinaires, c'est que les gens sont tellement excités par la flexibilité et les versements illimités qu'ils oublient complètement l'impact de la fiscalité. Chaque dividende est taxé à 30% de flat tax, soit 12,8% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux. Chaque fois que vous vendez un investissement avec un gain, le fisc veut 30%. C'est comme courir un marathon pieds nus sur du verre pilé tout en payant pour le verre. L'efficacité fiscale de garder l'argent dans un plan d'épargne en action ou une assurance vie par rapport à un compte titre ordinaire peut être absolument stupéfiante sur le long terme. Imaginons que vous investissiez 10 000 € par an pendant 30 ans. Dans un plan d'épargne en action qui rapporte 7% par an, vous vous retrouveriez avec environ 944 000 € et vous paieriez 162 768 € de prélèvements sociaux à la sortie. Net, 781 232 €. Dans un compte titre avec le même rendement, mais en payant 30% de flat tax sur les dividendes et les plus-values en cours de route, vous pourriez vous retrouver avec environ 660 000 €. C'est une différence de 121 000 €, juste à cause de la fiscalité. Mais voici ce qui rend les comptes titres précieux une fois que vous avez maximisé tout le reste. Ils offrent une flexibilité totale. Vous voulez investir dans des actions américaines qui ne sont pas disponibles dans un plan d'épargne en action? Compte titre ordinaire. Vous avez dépassé le plafond de 150 000 € du plan d'épargne en action et les 150 000 € de versement sur votre assurance vie? Compte titre ordinaire. Vous voulez faire du trading actif avec des stratégies complexes? Compte titre ordinaire. Le compte titre ordinaire peut aussi devenir un outil intéressant pour optimiser votre fiscalité différemment. Si vous avez une année avec des revenus faibles, vous pouvez choisir de réaliser des gains sur votre compte titre ordinaire pour profiter de tranches d'imposition plus basses. Vous pouvez aussi pratiquer la vente à perte. Vendre des actifs en perte pour compenser des gains et réduire ainsi votre impôt forfaitaire. Voilà donc l'ordre optimal pour placer votre argent à la française, une stratégie que la plupart des gens ignorent complètement dans leur course effrénée à l'enrichissement rapide. Commencez par un fonds d'urgence sur un livret avec au moins 1 000 €, puis constituez une réserve de 3 à 6 mois de dépenses courantes. Ensuite, remboursez vos dettes à taux d'intérêt élevés. Profitez pleinement de l'abondement de votre employeur sur l'épargne salariale. Maximisez vos livrets A et livrets de développement durable et solidaire, soit un total de 34 950 €. Ouvrez et alimentez un plan d'épargne en action jusqu'à environ 150 000 €. Ouvrez une assurance vie pour faire courir le délai de 8 ans, puis alimentez-la. Utilisez un plan d'épargne retraite si vous êtes dans une tranche d'imposition élevée. Et enfin, utilisez le compte titre ordinaire pour tout ce qui dépasse. Suivez cet ordre et vous vous constituerez un patrimoine optimisé fiscalement, pendant que les autres cherchent encore la prochaine action miracle sans se soucier de donner 30% au fisc.
Votre futur vous remerciera d'avoir fait les choses rébarbatives en premier. Et votre banquier se demandera comment vous avez fait pour accumuler autant sans payer d'impôts. La réponse? Vous avez simplement utilisé les outils que le système fiscal français met à votre disposition dans le bon ordre. Ce n'est pas de la magie, mais personne ne prend la peine de le faire correctement.